Alors que la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa 4e année, elle était devenue une confrontation véritablement mondiale. En 1943, de plus en plus de nations avaient été entraînées dans le conflit alors qu'elles s'alignaient soit avec les Alliés, soit avec les puissances de l'Axe, ou étaient tenues impuissantes sous l'occupation militaire. En envahissant l'Union soviétique, Adolf Hitler avait pris pour ennemi un adversaire redoutable. Dans le froid glacial d'un hiver russe, au milieu des ruines d'une ville qui avait trop longtemps souffert, les forces allemandes devaient y faire une reddition humiliante et des milliers de personnes devaient y s'éloigner en tant que prisonniers de guerre soviétiques. La perte de Stalingrad s'est avérée être un tournant, l'armée rouge étant encouragée à commencer une nouvelle poussée contre les occupants allemands, récupérant leur vaste nation morceau par morceau. Les Allemands ordinaires étaient de plus en plus conscients de l'avantage considérable que les Américains apportaient à l'effort de guerre allié. Les bombardiers de l'US Air Force ont rejoint la RAF dans des raids audacieux sur les ports, les centres industriels et les grandes villes, envoyant un message de défi et de détermination à Hitler et à ses généraux, cherchant à saper davantage la confiance du public en déclin dans le leadership du Führer. En 1943, il y avait également de la place pour l'optimisme dans la guerre du Pacifique contre le Japon. Pour les jeunes marines américains, l'île de Guadalcanal dans le Pacifique Sud était synonyme de tout sauf d'un paradis tropical. Elle était devenue synonyme de nuits interrompues par des bombes hurlantes et des tirs d'artillerie, de combats sauvages dans la jungle détrempée, de marines plongeant à couvert dans des trous de renards alors que les avions japonais mitraillèrent le paysage, tandis que les Américains en dessous luttaient contre la malaria et la dysenterie ainsi que contre les tirs de snipers. Mais l'emprise autrefois tenace du Japon sur Guadalcanal était lentement mais sûrement en train de se relâcher. Et la victoire est arrivée plus tôt que les commandants américains et australiens n'osaient espérer. À travers l'Asie du Sud-Est, le militarisme japonais maintenait encore diverses nations et populations sous son règne sévère, démentant les promesses du Japon qu'il conduirait les nations asiatiques vers un avenir radieux. La Seconde Guerre mondiale posait un véritable dilemme aux nationalistes anticoloniaux de la région. Devaient-ils croire aux promesses du Japon ou jeter leur sort avec les Alliés ? Cependant, le traitement souvent barbare des populations locales par leurs nouveaux seigneurs japonais a aidé à régler la question et le colonialisme semblait le moindre de deux maux. De plus, le président américain Roosevelt construisait soigneusement une relation de coopération avec la Chine, une nation en guerre avec le Japon depuis 1937. Les Chinois étaient fermement du côté d'une victoire alliée, malgré des réserves quant à la coopération avec l'Occident. En Afrique du Nord également, les Alliés ont reçu un accueil favorable de la population indigène. Ils ont regardé en tant qu'observateurs largement muets alors que les marées de la guerre montaient et descendaient sur leurs terres. Un affrontement entre titans européens se déroulait, qui heureusement se déroulait principalement dans les déserts de stériles au-delà de leur ville. Pour les Alliés, le succès dans les sables et les collines rocheuses de l'Afrique du Nord donnait l'espoir qu'une fin au national-socialisme d'Hitler et à son idéologie maléfique de pureté raciale était maintenant en vue. Alors que 1943 commençait, les troupes américaines et britanniques qui avaient effectué des débarquements surprises le long des côtes du Maroc et de l'Algérie au début de l'hiver tentaient toujours de pousser vers l'Est, espérant finalement rejoindre les forces sous le commandement du maréchal britannique Bernard Montgomery.
La 8e armée de Montgomery avançait le long de la côte méditerranéenne dans l'autre sens, sur les talons des Allemands en retraite dirigés par le maréchal Erwin Rommel, le renard du désert d'Hitler. La victoire difficilement gagnée de Montgomery sur les forces de Rommel sur le champ de bataille du désert à El Alamein, en Libye, avait été un énorme coup de pouce pour le moral britannique. Néanmoins, la percée alliée à El Alamein avait incité Hitler à donner une plus grande importance stratégique à l'Afrique du Nord. Avec son allié italien, Benito Mussolini, Hitler avait envoyé plus d'hommes et de matériel dans la région par mer et par air depuis la Sicile. De plus, les succès alliés en Afrique du Nord avaient incité Hitler à ordonner l'occupation directe de la partie sud-est de la France, qui jusqu'à ce point avait été administrée par le gouvernement français pro-nazi basé dans la ville de Vichy. Toute la France était maintenant directement sous la main de fer des nazis, et la majeure partie du reste de l'Europe était soit sous le règne direct des nazis, soit gouvernée par des gouvernements qui s'étaient alignés sur Hitler. Et les plans du Führer pour un nouvel ordre basé sur des idées de suprématie raciale s'intensifiaient. L'objet de la haine d'Hitler étaient les Juifs d'Europe, et au cours des 9 mois précédents, 5 camps de la mort dans la Pologne occupée par les nazis avaient de commencer leurs opérations meurtrières. En Amérique, en revanche, l'opinion publique restait unie derrière le président Roosevelt pour soutenir la guerre contre l'Allemagne et les puissances de l'Axe, y compris, bien sûr, le Japon. L'attaque dévastatrice des Japonais sur Pearl n'était pas quelque chose qui serait facilement oublié ou jamais pardonné. Les Japonais cherchaient à éliminer la puissance navale américaine dans le Pacifique central pour sécuriser l'accès aux champs pétrolifères des Indes orientales néerlandaises, comme on appelait alors l'Indonésie moderne, ainsi qu'à d'autres territoires riches en ressources au sud. Un Japon ressuscité s'était aligné sur la volonté de suprématie des nazis en Europe, tandis qu'en Asie, le gouvernement japonais considérait qu'ils étaient la seule nation avec la puissance industrielle et militaire pour mettre fin à des siècles de domination occidentale. En janvier 1943, le Japon avait déjà pris le contrôle des Philippines aux forces de défense américaines et philippines. Les Japonais avaient également pris Hong Kong, la Malaisie et Singapour aux Britanniques et l'Indonésie aux Hollandais. En Birmanie, à la frontière de l'Inde, où l'agitation pour l'indépendance de la Grande-Bretagne grandissait, les forces japonaises étaient entrées, faisant face à peu d'opposition. Mais depuis des mois, les troupes américaines et australiennes se battaient avec les Japonais par terre et par mer dans les îles Salomon au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Finalement, les commandants militaires japonais ont décidé de réduire leurs pertes et d'évacuer ce qui restait de leurs forces de l'île clé de Guadalcanal dans les îles Salomon. Alors que le chef d'État japonais, l'empereur Hirohito, donnait son approbation formelle pour la retraite, les Alliés ont été donnés l'espoir que peut-être la série de victoires japonaises en Asie du Sud-Est pourrait être en train de prendre fin. Et de l'autre côté du monde, au milieu des neiges d'un hiver russe, les Allemands rencontraient également une forte opposition alors que les troupes soviétiques et nazies étaient engagées dans une guerre d'usure. La confrontation mémorable entre l'Allemagne d'Hitler et l'Union soviétique, qui avait commencé lorsque les nazis avaient traversé la frontière depuis la Pologne, occupée 1 an et demi plus tôt, entrait en janvier 1943 dans son acte final et tragique. Hitler s'attendait à ce que le régime communiste de Joseph Staline s'effondre de l'intérieur, mais ce front de l'Est s'était avéré être une drain de plus en plus périlleux sur les ressources humaines et militaires du Troisième Reich.
Les Allemands avaient découvert à leurs dépens à quel point l'armée rouge était déterminée à leur résister. Maintenant, un deuxième hiver russe rigoureux sapait le moral des soldats allemands froids et épuisés, et nulle part plus qu'à la ville de Stalingrad sur le puissant fleuve Volga. Stalingrad, aujourd'hui connu sous le nom de Volgograd, se trouve à 600 miles au sud de Moscou, mais sa position lui permettait de contrôler l'expédition de fournitures par voie fluviale vers le nord de l'Union soviétique. Les usines de sa zone industrielle avaient continué à produire des tracteurs et des armements malgré la guerre et l'invasion. Et au-delà de la ville au sud, se trouvait la région riche en pétrole du Caucase, que les soviétiques considéraient comme une partie vitale de leur empire. Pour toutes ces raisons, la ville de Stalingrad avait attiré l'attention d'Hitler, et l'été précédent, elle avait subi un bombardement massif de la Luftwaffe, tandis que la 6e armée allemande tentait de l'encercler par terre. Alors que la ville était réduite en ruines, le nombre de morts se comptait par dizaines, puis par centaines de milliers. Les Russes, civils et militaires confondus, supportèrent de loin le plus lourd fardeau des victimes. Mais ensuite, en novembre 1942, une contre-offensive de l'armée rouge avait piégé les forces allemandes ainsi que quelques contingents de Roumanie et d'Italie dans une poche de terre sur la rive ouest du fleuve et avait empêché les renforts allemands de percer. Les fournitures diminuèrent rapidement et le typhus se propageait parmi les troupes allemandes et les autres contingents nationaux qui combattaient à leurs côtés. Juste 9 jours après le début de la nouvelle année 1943, alors que les congères d'hiver étaient encore épaisses à l'extérieur de la ville, un capitaine russe est apparu devant les lignes allemandes avec un drapeau blanc. Il offrait au général Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée allemande, l'opportunité de faire une reddition honorable. Paulus était un stratège expérimenté, ayant commencé sa carrière militaire avant la Première Guerre mondiale, qui faisait de son mieux pour exécuter les ordres du Führer de tenir Stalingrad à tout prix. Cependant, il y avait peu qu'il pouvait faire, et Paulus et ses hommes ont réalisé qu'ils seraient censés se battre jusqu'à la mort. Après que les Allemands aient résisté aussi longtemps qu'ils le pouvaient, le soir du dernier jour de janvier, l'armée rouge a fait irruption dans la ville, forçant Paulus à se replier dans un ancien grand magasin. Mais les Russes l'ont rapidement capturé dans le sous-sol du bâtiment, allongé, tout habillé sur son lit de camp. Lui et ses hommes n'avaient plus de combat en eux. À toutes fins utiles, le cauchemar qu'avait été la bataille de Stalingrad était terminé. Ailleurs, les signes étaient tout aussi inquiétants pour les envahisseurs allemands. Le 18 janvier, leur blocus autour de la deuxième ville la plus importante de Russie, Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, avait été brisé. Les Russes ont libéré un étroit corridor de terre à travers lequel plus de fournitures pourraient au moins être apportées à la population affamée et malade de la ville, et plus de civils pourraient être évacués en sécurité. Staline avait depuis un certain temps fait pression sur les États-Unis et la Grande-Bretagne pour ouvrir un front en Europe de l'Ouest afin de soulager une partie de la pression sur l'Union soviétique. Bien qu'un second front en Europe n'était pas encore possible, les progrès des Alliés en Afrique du Nord avaient déjà détourné une partie des ressources militaires de l'axe de la Russie. Alors que les forces alliées en Afrique du Nord prenaient une pause, enlisées par les pluies hivernales, au plus haut niveau politique, des démarches étaient en cours pour s'entendre sur ce qui devrait être fait ensuite. Alors que les combats à Stalingrad entraient dans leur phase la plus désespérée, 2 hommes ont été enregistrés à l'hôtel Anfa, à Casablanca, le principal port du Maroc, sous les faux noms d'Amiral Q
et de Monsieur P. Le personnel de l'hôtel a été stupéfait de voir que les deux étaient en fait le président américain Roosevelt qui était arrivé par l'Afrique de l'Ouest et le premier ministre Winston Churchill qui était arrivé de Londres dans un bombardier converti. Staline avait été invité à les rejoindre mais avait envoyé un message disant qu'il ne pouvait pas quitter son pays à un moment aussi crucial. Cependant, il a fait en sorte de rappeler aux deux dirigeants qu'ils avaient promis d'ouvrir un second front en Europe ce printemps. Le Maroc était un protectorat français précédemment contrôlé par des commandants fidèles au gouvernement de Vichy en France. Il représentait maintenant un lieu de rencontre sûr pour les deux dirigeants, car après l'arrivée des Alliés, le commandant français senior, l'amiral Darlan, avait renoncé à sa loyauté envers Vichy et avait officiellement cédé aux États-Unis le droit de superviser tous les ports, les transports et les mouvements de troupes. Lorsque Darlan a été assassiné par un dissident français quelques semaines plus tard, sa place en tant qu'administrateur de l'Afrique du Nord a été prise par un autre ancien partisan de Vichy, le général Henri Giraud. Il avait été préparé pour ce rôle par les Américains au grand mécontentement d'un autre général français, Charles de Gaulle. Il s'était opposé au nazisme et au gouvernement de Vichy dès le départ. Et en tant que commandant des forces françaises libres, basé à Londres, il était devenu un symbole de la résistance française. Les deux généraux français ont également été persuadés d'assister aux 9 jours de pourparlers à l'hôtel Anfa, qui resteront dans l'histoire comme la conférence de Casablanca, où ils ont été obligés de garder leur hostilité dans les limites diplomatiques. Entre Roosevelt et Churchill, les relations étaient de beaucoup plus faciles car c'était la 4e fois que les deux dirigeants se rencontraient depuis le début de la guerre. À la fin de la conférence de Casablanca, Roosevelt a déclaré à la presse qu'il avait convenu avec Churchill que la guerre se poursuivrait jusqu'à ce que les Alliés obtiennent une reddition inconditionnelle. Il n'y aurait pas d'accords avec l'ennemi et ceux responsables des atrocités seraient jugés. En fait, les Alliés avaient décidé de cette politique avant Casablanca. Il y avait des critiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne sur la politique de travail en Afrique du Nord avec d'anciens commandants de Vichy qui avaient précédemment collaboré avec les nazis. Roosevelt et Churchill ont donc dû réaffirmer que leur objectif était la défaite totale du nazisme et de toute son idéologie grotesque. Et comme un signal à Staline, Roosevelt a également dit aux journalistes qui écoutaient qu'il voulait rendre hommage à l'énorme poids de la guerre que la Russie supportait. Cependant, certaines des décisions les plus importantes prises à Casablanca ont inévitablement dû être tenues à l'écart de l'arène publique. La première était la décision que le deuxième front à être ouvert contre l'Allemagne nazie en Europe serait initialement via la Sicile ou la Sardaigne et sur l'Italie continentale plutôt que par le nord-ouest de la France. Il avait également été décidé qu'une invasion à travers la Manche ne serait pas possible en 1943. Il n'y avait pas encore assez de troupes américaines en Angleterre ni suffisamment de bateaux prêts pour qu'il y ait un débarquement majeur en France. Néanmoins, une planification sérieuse pour cette invasion a eu lieu en 1944 à commencer. Un autre résultat non publicisé de la réunion à Casablanca a été un accord selon lequel les raids de bombardement sur l'Allemagne par les bombardiers américains et britanniques viseraient à éloigner le pouvoir de combat allemand des théâtres de guerre russes et méditerranéens. Le bombardement viserait également à détruire l'infrastructure militaire et industrielle de l'Allemagne et dans les termes de l'accord, saper le moral du peuple allemand à un point où leur capacité de résistance armée est fatalement affaiblie.
Quant aux deux généraux français, ils ont atteint leur propre résolution lors de la conférence, acceptant de partager l'autorité en Afrique du Nord française, qu'ils espéraient, à partir de maintenant, resterait sous le contrôle allié. Même ainsi, l'Afrique du Nord était loin d'être accommodante pour les Alliés nouvellement débarqués et la route à travers la Tunisie pour rejoindre les hommes de Montgomery était difficile pour le moins. Ils avaient franchi la frontière tunisienne des semaines plus tôt, mais avaient été retenus par des unités allemandes et des pluies hivernales qui avaient rendu les routes impraticables. Dans la capitale, Tunis, qui était si tentante près de l'île italienne de Sicile, les Allemands et les Italiens avaient renforcé une nouvelle présence militaire, redéployant des avions de transport du front de l'Est. Le commandant français à Tunis est resté fidèle à Vichy et a permis aux Allemands d'utiliser les aérodromes tunisiens pour ce pont aérien. Alors que la marine italienne luttait avec une pénurie de pétrole, les Alliés souffraient d'un manque de suffisamment de navires pour transporter leurs troupes à travers la Méditerranée, même avec des navires civils tels que les paquebots de croisière réquisitionnés. Après la bataille d'El Alamein, Rommel ne serait plus jamais capable de tenir un front ferme contre Montgomery et ses hommes, qui comprenaient des Sud-Africains, des Indiens, des Néo-Zélandais et d'autres, aux côtés des soldats britanniques. À la première lueur du 23 janvier, un char britannique avec 7 Gordon Highlanders s'accrochant à lui a roulé dans la capitale libyenne déserte de Tripoli après avoir emprunté une route côtière vide mais fortement minée où chaque pont avait été démoli par les forces de l'Axe en retraite. Les chars alliés qui ont suivi ont constaté que le renard du désert d'Hitler et ses hommes s'étaient déjà retirés et Montgomery a pu accepter la reddition de la ville de son maire italien qui a revêtu sa tenue complète pour l'occasion. La capture de Tripoli signifiait que Rommel, maintenant en retraite vers la Tunisie, avait perdu sa principale base d'approvisionnement et les Italiens avaient perdu la dernière partie de leur empire africain. Cependant, bien que les nazis perdèrent leur emprise sur l'Afrique du Nord, ils dominaient toujours l'Europe et rien ne pouvait arrêter leur règne de terreur dans les nations qu'ils occupaient. Au début de 1943, 5 camps de la mort étaient en fonctionnement en Pologne occupée. Contrairement aux camps de concentration, où les nazis emprisonnaient une gamme d'opposants politiques et religieux et de personnes qu'ils jugeaient socialement déviantes, les camps de la mort étaient expressément construits dans le but de mener à bien des tueries à grande échelle. Les victimes des camps de la mort comprenaient des Polonais, des Hongrois et des prisonniers de guerre soviétiques, mais c'étaient les Juifs, souvent transportés là-bas de toute l'Europe, qui étaient la cible principale. Président, ce génocide était Heinrich Himmler, l'un des plus puissants des sbires d'Hitler. La SS de Himmler exploitait des unités de police et militaires aux côtés de l'armée régulière allemande et ses membres étaient recrutés pour leur engagement idéologique envers le nazisme et leur prétendue pureté raciale. La SS était un prototype de la race maîtresse dont Hitler rêvait. En Pologne, la capitale Varsovie avait été le foyer de la majorité des Juifs du pays. Plus de 2 ans auparavant, les Allemands avaient forcé tous les Juifs de Varsovie à déménager dans une zone murée désignée, connue sous le nom de ghetto. Tout mouvement à l'intérieur et à l'extérieur était contrôlé par des gardes armés, coupant effectivement les Juifs du monde extérieur, où dans des conditions de surpeuplement, le typhus et la tuberculose se propageaient comme un feu de forêt et la malnutrition était courante. Environ 330 000 Juifs avaient déjà été déportés du ghetto de Varsovie en 1943, mais environ 60 000 restaient. Ainsi,
Ce fut un choc pour les gardes allemands lorsque, à la mi-janvier, une petite rébellion éclata, précurseur de l'insurrection la plus célèbre. Pour la première fois, les Juifs détenus dans le ghetto de Varsovie, qui était devenu en effet une salle d'attente pour les camps de la mort, avaient tenté de riposter et cela a donné aux nazis un avant-goût de ce qui les attendait. De retour en Allemagne, les gens ordinaires qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes commençaient également à se sentir désillusionnés par Hitler et le régime nazi. En particulier à la fin du mois, l'armée de l'air américaine et la RAF avaient bombardé des cibles majeures, y compris Berlin. Le 16 janvier, la RAF était revenue à Berlin après 14 mois d'absence. La ville a été touchée par 8000 bombes de taille importante et des milliers d'incendiaires plus petits, et le bombardement intensif a continué pour une deuxième nuit. Dix jours plus tard, les bombardiers américains ont effectué leur premier raid sur le territoire allemand lors d'un raid de jour sur la base navale de Wilhelmshaven, sur la mer du Nord, à l'ouest de Hambourg. Ensuite, Hambourg elle-même a été prise pour cible et le samedi 30 janvier, la RAF a marqué le 10e anniversaire de l'Allemagne nazie avec 2 raids de bombardement de jour sur le pays. La seconde, dans l'après-midi, avait pour but de gâcher une émission radiodiffusée d'un discours de célébration du ministre de la propagande hitlérienne, Joseph Goebbels. Quels que soient les doutes du peuple allemand et les questions posées par les plus proches collaborateurs d'Hitler sur son état d'esprit, Goebbels était le plus fidèle de tous. Et jamais les compétences éloquentes de Joseph Goebbels n'ont été aussi demandées, d'autant plus que la nouvelle de la défaite de l'Allemagne à la bataille de Stalingrad commençait à filtrer. Stalingrad fut la première défaite militaire à grande échelle des nazis et il était impossible de cacher l'ampleur des pertes au public allemand déjà découragé. Le 2 février, les dernières unités de l'Axe présentes dans la zone industrielle de la ville russe suivirent enfin l'exemple du général Paulus et déposèrent les armes. Le bilan des victimes à Stalingrad parle de lui-même. Du côté de l'Axe, au moins 120 000 hommes sont morts, tandis que 91 000 soldats, dont 24 généraux nazis, ont été faits prisonniers de guerre. Seuls environ 5 000 de ces prisonniers parviendraient à rentrer chez eux. Plus d'un quart ont péri dans les jours qui ont suivi leur capture, affaiblis par la maladie, la malnutrition et le manque de soins médicaux. Du côté russe, la population civile de Stalingrad avait été décimée, tandis que les pertes de l'armée rouge étaient encore plus élevées que celles des Allemands. Certains estiment que jusqu'à 250 000 de soldats russes ont été tués, capturés ou blessés dans la ville. Dans son quartier général de Rustenburg, en Prusse orientale, Hitler a réprimandé ses généraux. La défaite écrasante de Stalingrad avait accru sa méfiance à l'égard de son corps d'officiers supérieurs, dont beaucoup avaient été soldats de carrière bien avant de devenir nazis. Et le malaise d'Hitler était fondé, notamment parce qu'après Stalingrad, le général Paulus est devenu l'un des dirigeants d'une ligue des officiers allemands parrainée par les soviétiques, diffusant des émissions de radio dans lesquelles il exhortait ses collègues officiers à renverser Hitler. À Berlin, Goebbels s'est adressé à un rassemblement de masse dans un discours entraînant diffusé à la radio dans toute l'Allemagne. Le public qui remplissait le stade avait été soigneusement sélectionné et a rugi d'approbation lorsque Goebbels a exhorté la nation allemande à redoubler d'efforts contre ce qu'il a décrit comme la menace bolchevique venant de l'Est. Ce n'est que maintenant, après Stalingrad, que l'on a compris toute l'ampleur de cette menace, dit-il. Mais le peuple allemand suivrait Hitler contre vents et marées, comme il le disait.
Voulez-vous une guerre totale ? Beugla-t-il. Si nécessaire, voulez-vous une guerre plus totale et radicale que tout ce que nous pouvons encore imaginer ? Le public s'est levé pour scander son soutien. Mais l'approbation d'Hitler s'estompait. Les acheteurs du centre-ville de Munich ont été stupéfaits de voir des graffitis anti-nazis sur les murs. Et à l'université de la ville, des étudiants ont même osé protester en scandant « À bas Hitler ». Un groupe étudiant clandestin, la Rose Blanche, faisait circuler depuis quelques mois des lettres anti-nazis dans plusieurs villes. Les étudiants de White Rose étaient non violents. Certains avaient servi sur le front de l'Est et l'un d'entre eux avait été témoin du traitement réservé aux juifs polonais dans le ghetto de Varsovie par les oppresseurs allemands et ne parvenait pas à chasser ces images de son esprit. N'est-il pas vrai que tous les Allemands ont honte de leur gouvernement de nos jours ? La première lettre lue. Qui peut imaginer le degré de honte lorsque des crimes horribles qui dépassent infiniment toute mesure humaine sont exposés à la lumière du jour ? Il n'est pas surprenant que les nazis aient rapidement écrasé le mouvement avant qu'il ne se transforme en quelque chose de plus dangereux. La police secrète de la Gestapo a été prévenue et les deux meneurs, Hans Scholl, étudiant en médecine de 25 ans, et sa sœur Sophie, étudiante en biologie de 21 ans seulement, ont été exécutés fin février en même temps qu'un troisième étudiant. 3 autres militants de White Rose partageront leur sort avant la fin de l'année, payant le prix le plus élevé pour avoir exprimé ce que beaucoup en Allemagne pensèrent désormais. Alors que la défaite de Stalingrad avait porté un coup dur au prestige de l'armée allemande en Europe, dans le Pacifique, l'image de l'armée japonaise en tant que machine militaire imbattable et efficace commençait également à s'effriter. Les Alliés avaient choisi le chapelet peu connu des îles Salomon dans le Pacifique Sud comme point de départ de leur riposte contre le Japon. Lorsque les Japonais occupèrent certaines des plus grandes îles, les troupes américaines et australiennes débarquèrent elles-mêmes sur l'une d'entre elles, Guadalcanal. L'île avait un aérodrome en construction, et si les Japonais parvenaient à en prendre le contrôle et à le rendre opérationnel, ils seraient très certainement en mesure de menacer les routes d'approvisionnement entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout au long de l'automne et de l'hiver 1942, les Japonais livrèrent un combat acharné, sur terre, sur mer et dans les airs, tandis que les insulaires sympathisants des Alliés surveillaient les mouvements de l'armée japonaise. Au début de 1943, les troupes américaines avançaient le long du nord de Guadalcanal. L'aérodrome était déjà aux mains des États-Unis, mais ils craignaient une nouvelle offensive japonaise. Ils ne se doutaient pas que les commandants japonais avaient déjà reçu la bénédiction de leur empereur pour un retrait, et que les manœuvres navales préparaient en fait une évacuation de milliers de soldats japonais. À la fin de la première semaine de février, plus de 10 000 soldats japonais avaient été évacués de l'île, avant même que les Alliés ne réalisent que la bataille de Guadalcanal était terminée. À partir de ce moment, Guadalcanal deviendra une base alliée majeure, dotée de nouvelles pistes et d'un port. Cela avait coûté la vie à 1700 soldats américains et fait 5000 blessés, mais l'objectif final, la reprise des Philippines, ne semblait plus une tâche aussi impossible. De plus, les chantiers navals américains travaillaient à plein régime, produisant des navires de guerre que les Japonais ne pouvaient espérer égaler. Pour le Japon, la perte de 860 avions et de 15 navires de guerre dotés d'équipages hautement qualifiés allait constituer un problème majeur. La défaite a conduit l'armée japonaise à procéder à une réévaluation majeure de sa stratégie en décidant de conserver le centre de la Nouvelle-Guinée et d'adopter une position défensive le long du périmètre sud de leur zone de contrôle.
Malgré le revers à Guadalcanal, la détermination du Japon à se présenter comme le leader d'une Asie nouvellement éveillée avait le potentiel de saper sérieusement l'effort de guerre allié. C'était particulièrement vrai en Inde, autrefois considérée comme le joyau de la couronne de l'Empire britannique, où l'armée britannique avait traditionnellement été approvisionnée en grand nombre de recrues indiennes. Mais la bataille pour une Inde indépendante prenait déjà de l'ampleur. En 1943, le leader nationaliste indien Mahatma Gandhi avait été détenu parce qu'il avait déclaré que l'Inde devrait être immédiatement indépendante si elle devait continuer à soutenir l'effort de guerre allié. Par conséquent, il y avait eu des arrestations massives des partisans de Gandhi, tandis que la police déchaînait un barrage de tirs mortels contre des manifestants non armés. Dans l'est de l'Inde, la population locale n'était plus en admiration devant leur seigneur britannique, ayant vu leur retraite humiliante de Birmanie l'année précédente et avait recours à des sabotages de chemins de fer et de lignes télégraphiques. La perte de la Birmanie avait privé l'Inde de 15% de son approvisionnement en riz, l'aliment de base sur lequel dépendaient tant les pauvres de l'Inde. Par conséquent, les Britanniques ont rapidement réalisé qu'il était vital de reprendre le contrôle de la Birmanie pour apaiser les rébellions en Inde, ainsi que pour vaincre les Japonais. Avec le Japon contrôlant une grande partie du littoral est de la Chine, la célèbre route de Birmanie avait été la principale voie d'approvisionnement des forces nationalistes chinoises au plus profond de l'intérieur du pays. Mais, avec cette route maintenant fermée par les Japonais, les Alliés devaient ouvrir une autre voie pour s'assurer que les approvisionnements en Chine pouvaient être maintenus. Le président américain Roosevelt croyait fermement que l'aide de la Chine était vitale dans la bataille contre les Japonais et avait persuadé le leader chinois, Chiang Kai-shek, d'accepter le lieutenant-général américain Joe Stilwell comme conseiller militaire avec le titre de commandant en chef. Lors d'une réunion à New Delhi le 7 février, Chiang Kai-shek a accepté de fournir de la main-d'œuvre pour aider à reconquérir la Birmanie en échange de l'aide américaine. Stilwell supervisait déjà la construction d'une nouvelle route de l'Edo en Inde pour se connecter avec la dernière partie de la route de Birmanie. Les travaux sur cet ambitieux exploit d'ingénierie progressaient lentement au début de 1943, s'appuyant sur le travail de quelques 15 000 soldats américains, pour la plupart des Afro-Américains, et 35 000 Indiens. Les maladies tropicales ont fait leur effet, des centaines de soldats américains sont morts lors de la construction de la route de l'Edo, ainsi que de nombreux habitants locaux qui étaient également impliqués. Les commandants de l'armée de l'air américaine pensèrent que la route ne serait jamais aussi efficace que les dangereux largages de ravitaillement qu'ils organisaient à travers les montagnes vers les Chinois, et avec le temps, malheureusement, ils auraient raison. Une offensive terrestre britannique contre les Japonais sur la côte ouest de la Birmanie sur la baie du Bengale progressait également lentement. Les soldats britanniques et indiens découvraient que leurs ennemis japonais étaient bien entraînés et aguerris. Cette première campagne d'Arakan a au moins bénéficié de recherches révolutionnaires qui avaient été menées pour trouver un médicament efficace pour protéger les troupes contre le paludisme. Au fur et à mesure que février avançait, les Britanniques avaient désespérément besoin d'un regain de morale et le succès en Birmanie le fournirait certainement. Avec un timing parfait, une unité des forces spéciales qui s'était entraînée de l'autre côté de la frontière en Inde s'est retrouvée sous les feux des médias. Des plans étaient en place pour qu'ils se retrouvent derrière les lignes japonaises en Birmanie et perturbent généralement l'approvisionnement de l'ennemi en détruisant les systèmes de transport partout où c'était possible. Et leur commandant britannique a dit aux journalistes que cette force spéciale serait appelée les Shindy, d'après un lion birman mythique.
Composés de quelques 3000 hommes, les Shindy ont traversé la frontière de l'Inde pour s'enfoncer profondément en Birmanie, mais ont trouvé le terrain beaucoup plus difficile que prévu. Les forces ont réussi à faire sauter plusieurs ponts et ont affronté des divisions d'infanterie japonaises, mais à la fin du mois de mars, elles ont reçu l'ordre de retourner en Inde. Néanmoins, malgré le fait qu'ils n'aient réussi à interrompre les communications ferroviaires japonaises que pendant moins d'une semaine, l'histoire des Shindys a été largement médiatisée. Et elle a certainement amélioré le moral des Britanniques en Inde et à la maison. Il était évident qu'avec une meilleure planification, il serait possible de saper les Japonais dans la guerre de la jungle. Au fur et à mesure que 1943 progressait, les Alliés se sont certainement retrouvés dans le besoin d'adapter leur stratégie militaire à une variété de terrains inhospitaliers. La jungle birmane nécessitait sans aucun doute des tactiques de guérilla, mais les vastes horizons de l'Afrique du Nord offrirent la scène pour des stratégies militaires plus classiques. Le général américain Dwight D. Eisenhower a maintenant reçu l'autorité globale pour l'effort militaire allié dans toute la région méditerranéenne, avec le général britannique Bernard Montgomery qui lui rendait directement compte. Eisenhower était un commandant militaire inhabituel en ce sens qu'il n'avait jamais vu l'action lui-même, mais avec son habileté et son expérience de la médiation et de la diplomatie, il avait gagné le respect de tous les commandants de première ligne, ce qui était en fait un exploit remarquable. Néanmoins, Eisenhower avait du mal devant lui et il aurait besoin de la coopération totale de tous ceux qu'il commandait. Le 12 février, sous une pluie battante, la 7e division blindée des Alliés a franchi la frontière de la Libye vers la Tunisie. Toute la Libye était maintenant aux mains des Alliés et Montgomery a pu superviser le déchargement de matériel et de fournitures frais au port nouvellement dégagé de Tripoli. Inquiétant, quelques 17 000 forces italiennes et allemandes étaient maintenant en place à Tunis et il était impératif d'empêcher Rommel de les rejoindre. À la mi-février, Rommel a conduit vers l'ouest pour couper la route aux forces alliées qui avaient leur base principale d'approvisionnement dans la ville algérienne de Tébessa, juste de l'autre côté de la frontière avec la Tunisie. Mais la route de Tébessa serpentait le long d'un étroit sentier de montagne connu sous le nom de col de Kasserine. Ce fut le cadre de la première grande rencontre entre les forces américaines et allemandes lors de la Seconde Guerre mondiale et les troupes américaines non testées ont subi de lourdes pertes. Les canons et les chars légers américains avaient peu de chance contre l'équipement allemand plus lourd, mais en quelques jours, les Alliés avaient repris le contrôle du col grâce à l'utilisation d'une puissance aérienne stratégiquement précise. Enfin, il semblait que le temps était compté pour le renard du désert d'Hitler, et en Grande-Bretagne, tout ce qui améliorait le moral était très apprécié. En mars 1943, le public britannique supportait toujours l'austérité et les incertitudes de la vie en temps de guerre. Jusqu'à présent, les victimes civiles en Grande-Bretagne dépassaient celles perdues dans les rangs des forces armées de la nation, mais le bombardement nocturne incessant de Londres par les Allemands était bien passé. Beaucoup de ceux qui avaient quitté la capitale pour leur sécurité étaient revenus et tout le monde faisait de son mieux malgré toutes les restrictions et les pénuries. Les campagnes d'information gouvernementales y avaient réussi à convaincre le public que les restrictions devaient être tolérées avec bonne humeur et de plus en plus de personnes réalisaient que le meilleur moyen d'avoir un approvisionnement constant en nourriture fraîche était d'élever des poules et de cultiver un lopin de terre sur l'allotissement local ou dans leur jardin s'ils en avaient un. Ironiquement, les privations de guerre ont eu un effet positif en Grande-Bretagne en éliminant le chômage de masse des années d'entre-deux-guerres, alors que les dépenses gouvernementales en forte hausse couvraient les coûts de maintien de la Grande-Bretagne à flot.
Des leçons étaient apprises chaque jour alors que la Grande-Bretagne se rassemblait pour survivre, et des propositions ont été faites pour qu'après la guerre, un nouveau système soit introduit que nous connaissons maintenant sous le nom d'assurance nationale pour fournir un niveau de vie minimum pour tous. De plus, un service de santé national serait nécessaire pour offrir des soins de santé à tous, plutôt que des médecins n'étant disponibles que pour ceux qui pouvaient payer. Le rapport Beveridge, qui détaillait les propositions, s'est avéré être un best-seller improbable et une version abrégée a été imprimée pour distribution parmi les forces armées. Du berceau à la tombe, une nouvelle ère se profilait. Et alors que les gens attendaient avec impatience le jour où la Seconde Guerre mondiale prendrait fin, une chose était certaine, la vie ne serait plus jamais la même. It preserves the maximum of individual freedom and responsibility that is consistent with the abolition of want. Il était d'une importance vitale de maintenir le moral élevé à la fois sur le front intérieur et sur les fronts de bataille, et bien que la propagande de guerre soit généralement associée à Hitler et à ses idéologies des nazis, Winston Churchill gardait également un œil attentif sur ce que la presse britannique mettait en page. Un exemple parfait a été un événement du 2 mars, alors que la panique s'est emparée d'une station de métro de Londres utilisée comme abri anti-aérien à Bethnal Green, entraînant la mort de 173 personnes. Beaucoup étaient des femmes et des enfants, et ironiquement, cette nuit-là, les bombes allemandes qu'ils avaient précipitées pour échapper n'ont tué personne. Les habitants de l'East-End ne comprenaient pas pourquoi le désastre a reçu si peu de couverture dans les journaux. Mais il y avait en fait une très bonne raison pour le silence des médias. Winston Churchill avait décidé que donner de l'importance à l'histoire pourrait bien nuire au moral, et pire encore, donner des munitions précieuses à la machine de propagande allemande, quelque chose qu'il était déterminé à ne pas laisser se produire, alors il a donné l'ordre de supprimer les nouvelles. Cependant, au printemps 1943, la prise de conscience de ce qui arrivait aux Juifs européens dans les zones tombant sous le contrôle nazi grandissait, rendant les Alliés plus déterminés que jamais à ce que Hitler devait être vaincu, et rapidement. Le 23 mars, Himmler a été informé qu'environ 1,5 million de Juifs européens avaient été tués depuis le début de la guerre. Ce même jour, par pure coïncidence, l'archevêque de Canterbury s'est levé à la Chambre des Lords à Londres et a supplié le gouvernement britannique d'aider les Juifs d'Europe. Nous avons en ce moment une énorme responsabilité, a-t-il dit. Nous nous tenons devant l'histoire, l'humanité et Dieu. Les autorités britanniques savaient ce qui se passait dans les camps de concentration depuis un certain temps, grâce aux activités de décodage à Bletchley Park dans le Buckinghamshire qui surveillait toutes les communications nazies. Des rapports leur parvenaient également du mouvement de résistance polonais, et le Congrès juif mondial à Genève faisait de son mieux pour alerter le gouvernement britannique sur ce qui se passait réellement. Ironiquement, certains fonctionnaires et politiciens britanniques ont rejeté les histoires comme de la propagande, tandis que d'autres étaient préoccupés par la possibilité de ce qu'ils appelaient une inondation d'immigrants étrangers. Winston Churchill croyait fermement que la meilleure façon d'aider ceux qui étaient traités de manière si épouvantable dans les camps de concentration était de continuer avec une détermination sans faille et de vaincre l'Allemagne nazie. Les nouvelles d'Afrique du Nord étaient extrêmement positives et en mars, Montgomery avait accumulé une position de force considérable. Il avait 400 chars tandis que Rommel n'en avait que 160. Et les Alliés étaient également supérieurs dans les cieux, ayant construit de nouveaux aérodromes en Afrique du Nord, ce qui signifiait qu'ils n'étaient de plus dépendants de leur base à Malte. Le moment était venu pour les Alliés de envisager une invasion de l'Italie, et un raid de bombardement sur la Sicile ne laissait aucun doute à Hitler sur ce qui était prévu. Le
Le Führer a convoqué Rommel d'Afrique du Nord pour discuter de ce qu'il fallait faire. Et lors d'une réunion en Ukraine, le renard du désert a supplié Hitler de permettre l'évacuation des troupes de l'Axe vers l'Italie, où elles pourraient être rééquipées. Mais ni Hitler ni Mussolini n'étaient prêts à envisager une telle retraite évidente, tandis que Rommel commençait à se lasser de l'optimisme faux et de l'échec des deux dirigeants à être réalistes. Pendant ce temps, en Afrique du Nord, Montgomery faisait d'autres avancées vers une victoire alliée en Tunisie. Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les Français, dans leur occupation du Nord, avaient construit une ligne de fortification dans le sud de la Tunisie. Après avoir perdu beaucoup de terrain en Afrique du Nord aux Alliés lors de l'opération Torche à l'automne 1942, les puissances de l'Axe avaient réussi à conserver ce que l'on appelait la ligne Marette, et en utilisant des champs de mines, des fossés anti-chars, du fil barbelé et des positions d'artillerie soigneusement dissimulées, les Allemands et les Italiens avaient créé une place forte défensive. Mais l'étoile de Montgomery était définitivement en ascension et à la fin du mois de mars, il avait réussi à percer la ligne Marette. Et ce n'était littéralement qu'une question de semaines avant que les Alliés ne prennent le contrôle de la Tunisie. Un pas de plus vers une victoire totale en Afrique du Nord, les Alliés se préparaient déjà à l'invasion de la Sicile. Et ironiquement, Rommel n'était jamais destiné à retourner en Afrique. Pour le reste de la guerre, il serait proéminent dans les opérations européennes de Hitler. Mais même son grand talent militaire et son expérience ne seraient pas à la hauteur des Alliés, qui gagnaient du terrain chaque jour. La marée changeait vraiment, et même les plus opprimés des victimes d'Hitler commençaient à ressentir un sentiment d'espoir. En Pologne, à l'insu des nazis, un soulèvement majeur était prévu dans le ghetto juif de Varsovie, alors que la résilience de l'esprit humain brillait à travers l'obscurité et le désespoir. L'ouverture d'un nouveau front semblait de plus en plus possible dans le sud de l'Europe, alors que les forces allemandes et italiennes perdaient lentement mais sûrement leur emprise en Tunisie. La détermination de Churchill à pousser vers une victoire rapide prenait de l'élan. Et de meilleures nouvelles venaient encore du théâtre de guerre du Pacifique, alors que les Alliés commençaient enfin à prendre le dessus, les Japonais étant forcés de faire face à la perspective que leur armée impériale ne soit pas aussi invincible qu'ils le croyaient au début.